Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à une fonction qui intrigue parfois, celle de grand maître dans une obédience maçonnique. On a souvent une image un peu vague peut-être d'une autorité suprême. Oui, c'est souvent le cas. Et l'idée, c'est justement de regarder un peu derrière ce titre, de comprendre concrètement ce que ça implique au quotidien. D'accord. Alors, on va voir ensemble les fonctions, les responsabilités. Exactement. Et comment ce leadership s'exerce. Ce n'est pas un chef absolu, on va le voir, c'est bien plus nuancé. Alors, commençons par le début. Comment devient-on grand maître? C'est une nomination? Non, c'est une élection. Le grand maître, c'est le dirigeant élu d'une obédience, donc d'une fédération de loges. Une élection donc. J'imagine que ce n'est pas juste une formalité. Ah non, pas du tout. Pour être élu, il faut un vrai consensus autour du candidat. La personne doit être reconnue pour ses qualités, son engagement dans l'organisation. Il faut avoir démontré une certaine capacité à fédérer, un leadership certain. D'accord, un leadership reconnu et validé par une élection. Et une fois élu, est-ce qu'il y a une idée de continuité, de passage de relais? Tout à fait. C'est même essentiel. Il y a une transmission importante. Chaque grand maître, en quelque sorte, ajoute sa pierre à l'édifice commun. Il s'inscrit dans une histoire. Mais bien sûr, chacun apporte aussi sa propre dynamique, sa personnalité. Et la durée de ce mandat, elle est fixe? Ça peut varier. Si on prend l'exemple du Grand Orient de Suisse, le mandat est en général de 3 ans. Mais il y a une particularité intéressante chez eux. Ah oui, laquelle? Eh bien, même si le mandat est de 3 ans, une nouvelle élection a lieu chaque année au sein de cette période, pour confirmer, si on veut, le grand maître dans ses fonctions annuellement. Chaque année, c'est un système de confirmation assez notable. D'accord. Une fois en poste, quelles sont ses responsabilités principales? Vous disiez pas un chef suprême, mais alors? C'est plus proche, en fait, d'un président d'association. Il a principalement 2 grands axes de responsabilité. D'abord, la représentation externe. C'est-à-dire? Il est l'ambassadeur de son obédience, vis-à-vis d'autres obédiences, ou du monde extérieur en général. Il incarne l'organisation. D'accord. Et pour l'interne, quel est son rôle vis-à-vis des différentes loges? En interne, son rôle, c'est de donner une orientation, une impulsion. Il veille à l'harmonie générale, au bon fonctionnement de l'ensemble des loges fédérées. Mais attention, toujours dans le respect de leur autonomie. Il n'intervient pas directement dans la vie des loges, sauf si des principes généraux devaient être rappelés. Mhm. Et puis il y a un aspect très concret, la gestion de l'association profane. L'obédience est aussi une structure légale, une association. Le grand maître en est le président. Ah oui, donc avec toutes les tâches administratives, juridiques, financières. Exactement. C'est aussi un président d'association avec tout ce que ça implique comme travail de gestion pure. Ça fait beaucoup pour une seule personne, non? Représentation, direction interne, gestion, est-ce qu'il est aidé? Oui, et c'est crucial. Il n'agit pas seul. Le grand maître est toujours accompagné d'un comité de direction. On l'appelle le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre. Et il est composé de combien de personnes environ? En général, c'est une bonne dizaine de personnes. Ça peut varier un peu, mais c'est l'ordre de grandeur. Une dizaine. Donc ça renforce l'idée que le pouvoir n'est pas concentré. Absolument. Ça souligne vraiment le côté collégial du fonctionnement. Les décisions importantes, stratégiques, elles impliquent ce conseil, ou parfois d'autres instances prévues par les règlements. L'image du dirigeant seul aux commandes est vraiment loin de la réalité. C'est clair. Mais malgré cette collégialité, c'est quand même lui, le grand maître, qui doit donner l'élan, non? Oui, tout à fait. C'est lui qui donne le tempo, l'impulsion générale, et on voit bien que cette dynamique, elle peut changer d'un grand maître à l'autre en fonction de sa personnalité, de sa vision, de son énergie propre. Il incarne cette direction pour la durée de son mandat. J'imagine que trouver le bon équilibre, maintenir un cap tout en gérant cette équipe et les avis divers au sein de l'obédience, ça ne doit pas être simple tous les jours. Non, c'est une tâche qui est exigeante, c'est certain. Il faut savoir garder une direction claire, tout en écoutant et en intégrant des avis qui peuvent être différents, voire divergents. Ça demande pas mal d'expérience, une bonne connaissance des rouages internes et puis une certaine agilité. À Oui, l'agilité. oui, pour naviguer dans ces dynamiques qui sont parfois complexes. Sinon, la fonction peut vite devenir très pesante, très difficile à exercer. Donc, si on essaye de résumer, le grand maître, c'est à la fois un représentant, un coordinateur interne qui veille à l'harmonie, un gestionnaire d'association et un leader qui doit surtout fédérer et travailler en équipe avec son conseil. C'est une excellente synthèse, oui. C'est vraiment un rôle qui demande beaucoup de diplomatie, un fort engagement personnel et une capacité à animer un collectif, tout en respectant les règles démocratiques internes.
bien loin de l'image d'autorité unique et sans partage. Voilà, qui est beaucoup plus clair. Et pour finir, peut-être une petite question pour la route. Cet équilibre spécifique qu'on a décrit entre une figure élue qui incarne la direction et une gouvernance très collective, comment est-ce que ça peut influencer, selon vous, la manière dont une telle organisation interagit avec la société face aux défis d'aujourd'hui?